Bonjour, je suis Louis Pérusse de SCV Agrologie. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est ça, cette semaine, je suis avec Louis Pérusse de SCV Agrologie. Donc, il va nous raconter un peu c'est quoi ça, les SCV. Probablement que vous avez déjà vu passer de quoi là-dessus sur Facebook, j'imagine. Ou c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Mais tu sais, on sait que les engrais verts sont quand même de plus en plus populaires. Puis, faut savoir un peu comment se guider un peu au travers d'un peu de tout ça. Donc, on va en parler avec Louis, mais Louis, salut! Salut Christian, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir là, de pouvoir ce soir discuter avec toi de différents aspects de mon travail, puis de parler entre autres des plans de couverture, bien sûr. Good. Écoute, Louis, ça fait longtemps que tu es sur ma liste. Ça fait longtemps qu'on essayait de se rejoindre pour qu'on puisse faire un enregistrement. Puis enfin, on a réussi à s'entendre sur une date. Mais un gros merci à toi d'être là. Puis, ça fait plaisir. Puis tu savais que Alexandre Couture, un de tes chums d'université, il fait des podcasts avec moi aussi, souvent? Exact, oui, effectivement. Je salue d'ailleurs Alex, avec qui on a eu des bonnes années à l'université, entre autres. Écoute, Louis, tu connais un peu la formule des podcasts. Moi, je vais faire découvrir du monde. Je vais faire découvrir soit des productions ou d'autres entreprises. Puis, tu vas nous raconter un peu ton cheminement de carrière. Qu'est-ce qui t'a amené où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Parce que, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu une ferme quand tu étais jeune ou qu'est-ce qui t'a amené à l'université ou quoi que ce soit? On va faire tout un wrap-up de ta carrière. Ben oui, ça me fait plaisir. Moi, en fait, j'ai grandi dans la Matapédia à Amkoui. C'est ça, mon père était prof d'éduc, ma mère travaillait à la caisse des jardins, donc... tu n'avais pas de racines agricoles, là? Pas issu d'une ferme à la base. OK. La Matapédia, c'est quand même un milieu agricole. Donc, j'ai quand même effectué des tâches, je dirais, ramasser de la roche, faire les foins quand étant adolescent, là, 14, 15, 16 ans. Mais je dirais ce qui m'a amené vers, à aimer peut-être la voie de l'agriculture à la base, je dirais c'est possiblement ma grand-mère qui à travers son grand terrain, là, plus jeune, je m'occupais de l'entretien paysager, en fait, faire la tonte, puis elle aimait beaucoup jardiner, fait qu'elle m'a vraiment donné la piqûre pour la terre, si on peut dire. Puis mon père, c'était quand même un grand amant de la nature, fait que j'ai toujours aimé être en connexion avec la nature, puis à travers le sport, je vous dirais. Ça a été vraiment à la dernière année de cégep, dernière session, que la biologie m'intéressait, mais je savais que le marché de l'emploi dans ce temps-là, c'était quand même bon, mais les débouchés, c'était quand même très vague. Puis là, c'est au cégep, quand il y a un agronome qui est venu parler justement de la profession, puis c'est la première fois que j'entendais parler du terme agronome. OK. Puis là, je voyais les perspectives quand j'ai fait un peu de recherche, taux d'emploi quasiment 100% de placement. Je connaissais un petit peu l'agriculture, puis je suis un gars de plein air, j'étais un gars sportif, j'aime ça être dehors. J'ai dit, je pense que c'est peut-être une voie pour moi intéressante. Puis là, je me suis inscrit à l'université, puis c'est ça, à travers les 4 années d'université, en arrivant avec un bagage, je n'avais pas un préconçu, si on peut dire, de l'agriculture, puis j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc, à toutes les étés, j'ai fait des stages, que ce soit dans des clubs conseils, un stage dans la recherche végétale à l'Université Laval. À travers les clubs aussi, j'ai vu la formation d'agronome, d'être conseiller. Puis j'ai dit ça m'intéresse d'aider les producteurs. Fait que j'avais quand même à cœur
d'avoir un travail qui me permet de valoriser justement cette profession-là. Puis, quand j'ai fini mon bac à l'université, je suis parti en Europe faire pendant 1 mois et demi faire du vélo. Premier voyage à la vie. J'avais 22 ans à ce temps-là. Puis c'est à mon retour là, de mon trip de vélo à travers la France, la Suisse, puis après quelques visites là, en Allemagne, en Autriche, que là, j'ai passé une entrevue avec un club agro là, dans le temps, le club de la Vie-aux-Champs à Mauricie. Fait que c'est là que ça a commencé ma carrière. Fait que t'es parti dans le Coué, t'es allé en France, puis t'as abouti dans Mauricie. En fait, non, c'est ça. J'ai fini mon cégep à Amkoui. Dans ce temps-là, il y a un nouveau campus qui c'était la 2e année d'opération. Fait que j'ai fini mon cégep. Puis, c'est à partir de ce moment-là, je suis venu étudier à l'Université Laval en agronomie. J'ai fini avec un cours en agronomie générale, mais mon intérêt était vraiment plus pour les sols, les cultures. Mais j'ai quand même fait cours un peu aussi en ferme production laitière. Fait que j'avais quand même un intérêt pour les animaux, mais c'est vraiment plus les plantes, le sol qui m'intéressaient. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à travailler dans un club pendant 6 ans et demi de temps. C'est là que je me suis formé. J'ai fait beaucoup de terrain. C'est là que j'ai vu les pratiques de semi-direct, les cultures de couverture, le nivelage. Je me suis vraiment intéressé à tout ça, à travailler sur les coûts de production. C'est un peu cette façon-là. J'ai comme développé une vision peut-être plus globale, une vision, je dirais, plus holistique de l'agriculture. Puis, en 2005, c'est là que moi, il y a eu un certain déclic de l'agriculture. Puis, tu sais, je voyais des producteurs faire des récoltes de céréales mois d'août, puis il ne se passait rien jusqu'aux neiges. C'était aussi des producteurs maraîchers que je voyais récolter du maïs mois de juillet, août, puis là, le sol était à nu jusqu'à l'automne. J'ai dit là, je trouvais que ça n'a comme pas d'allure. Là, le sol doit être couvert. Puis c'est là que je me suis intéressé aux cultures de couverture. Puis, je connaissais un peu le semi-direct. J'ai commencé à faire des travaux de recherche, un peu de recherche sur Internet. Puis je suis tombé sur l'approche SCV. C'est là que j'ai connu, j'ai découvert les travaux de Lucien Séguy. C'est un Français, je pense, hein? C'est un Français, lui, je pense. C'est pas mal lui Lucien, qui est le précurseur là-dedans. C'est un Français d'origine de la Dordogne, région de la Dordogne. Donc, il travaillait... Lucien est décédé, ça fait presque 2 ans, là, d'un cancer, malheureusement. Ça a été mon mentor, mais en fait, c'est ça, en 2007-2006, je suis tombé sur ses travaux, puis j'ai dit système de semi-direct sur couverture végétale permanente. J'ai dit, ça me parle. Ça me parle, moi, comme agronome. C'est là que j'ai commencé à lire là-dessus. Je suis rentré en contact avec. Puis par la suite, il est venu au Québec là, de 2010 jusqu'à 2017. Il est venu 6 fois au Québec. On a fait des journées champs, tout ça. Puis ça a vraiment été le déclic pour moi de dire c'est ça la mission que je veux faire au Québec, c'est d'amener une nouvelle approche innovante, basée quand même sur des principes qui existent depuis longtemps, mais mon objectif, c'est là que SCV Agrologie est apparu, c'est SCV pour l'approche SCV, puis agrologie, là, quand on parle, c'est un ancien terme qui est utilisé, là, qui est la science qui a pour objet la connaissance des sols avec les relations avec les cultures. Donc, j'ai dit, SCV Agrologie, je trouvais que ça fitait bien. C'est là qu'est parti le nom de mon entreprise, puis en 2009, c'est vraiment là que je me suis lancé à mon compte, puis j'ai commencé à offrir des services, une approche globale avec le nivelage, développer une vision globale chez les producteurs, le semi-direct. Puis pour moi, c'était comme clair que c'est ça que je veux amener chez les entreprises au Québec. Puis je dirais que depuis 2009, là, tranquillement, j'ai monté un réseau de producteurs pour aujourd'hui, maintenant, avoir un réseau qui s'étend à l'échelle de la province. Je dirais à part l'Abitibi, la Côte-Nord, j'ai un réseau d'agriculteurs un peu partout au Québec qui représente plus de 20 000 hectares. Donc ça, c'est vraiment ma fierté aujourd'hui de dire, écoutez, on a des producteurs au Québec innovateurs qui veulent avoir une nouvelle façon de faire. Puis maintenant, c'est ça, à travers ce réseau-là, on fait de la recherche appliquée, puis c'est le même que j'ai bâti tranquillement l'expertise. Puis les producteurs aussi qui ont appris à mieux maîtriser cette approche-là. Fait qu'en gros, c'est un peu le cheminement que j'ai fait. Puis, aujourd'hui, je suis fier de... J'ai quand même été persistant, persévérant dans cette démarche-là parce que oui, au début, tu te fais regarder un peu de travers ou certains jugés par tes confrères disent, oui, c'est beau sur papier, la théorie, mais en réalité, on est au Québec. C'est un peu le semi-direct. Les premières années, là,
on disait, à Québec, on n'est pas à Saint-Hyacinthe, au Lac-Saint-Jean, on n'est pas à Saint-Hyacinthe, en Gaspésie, on n'est pas à Québec. Il y avait toujours des arguments, puis encore aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il y a des paradigmes qu'il faut changer, mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que partout où se crée de l'agriculture, on peut faire du semi-direct de un. Puis de deux, il y a des bases que si tu ne les mets pas en place, c'est là que le semi-direct ne marche pas, ne fonctionne pas. Puis c'est ce que je vois un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, je suis fier. J'ai bâti une équipe. Il y a Félix Gobeil aussi qui est agronome avec moi depuis l'année passée. Puis là, on essaie de trouver d'autres alternatives pour venir être complémentaires à l'approche SCV, qui est basée sur 3 principes. Là, juste pour le rappeler, c'est l'absence de travail de sol, la couverture végétale permanente, puis les rotations de la biodiversité fonctionnelle et culture de couverture. C'est vraiment ces 3 principes-là appliqués en continu dans le temps qui pour moi, définit un SCV. Donc, c'est un peu le travail que j'ai aujourd'hui à travers la diffusion de cette approche-là au Québec. Good. Juste pour revenir, Félix Gobeil, qui est un de tes collègues, il a déjà eu un podcast, lui, ici, qui s'appelait La culture du vivant. Exact. Effectivement, là, Félix, là, je crois qu'il a mis un hold sur ce projet-là, mais oui, exactement. Il y a quelques podcasts, une dizaine, justement, que vous pouvez écouter là, sur Spotify ou autre source. Là. Donc, c'est un agronome qui est très, je dirais, qui est quand même, je suis vraiment chanceux que nos chemins se sont croisés, qui est venu vers moi, puis il y a vraiment, c'est quelqu'un d'allumé, puis vraiment, il y a une autre dimension qu'on est en train d'amener à SCV Agrologie, puis ça, je suis vraiment fier. Tout ce qui est un peu plus agriculture naturelle, là, on est en train de mettre en place des démarches auprès des agriculteurs pour vraiment avoir une démarche qui est encore moins dépendante aux engrais, aux pesticides et autres, mais ça, c'est toujours graduel, mais c'est un peu le travail qu'on fait là, depuis 2021 avec un réseau de producteurs. Ton réseau de producteurs, est-ce que c'est principalement des producteurs de grains? Ça peut être de lait, mais je veux dire, as-tu des producteurs maraîchers aussi là-dedans ou c'est principalement pour faire du grain? C'est sûr, le réseau SCV, c'est sûr qu'il est basé sur la philosophie du SCV. Oui, en fait, pour répondre à la question, j'ai un réseau de producteurs de pommes de terre qui compte 2000 hectares. J'ai un réseau de grandes cultures. Parmi ces producteurs-là, il y a des producteurs en régie biologique. Là, on parle de 4000 hectares en régie bio. Sinon, producteurs laitiers, beaucoup. Producteurs de porc, avicoles. Des vignobles. Cette année, on a 5 vignobles. Après, on a des producteurs maraîchers. Là, j'ai un gros producteur région de Montréal qui est au-dessus de 1000 acres en maraîcher. Mais tu sais, je suis pas spécialiste de la vigne, je suis pas spécialiste du brocoli, des carottes, mais on travaille vraiment en avant-plan dans cette démarche-là de bâtir des systèmes sol-plan, puis une démarche de réduction des outils mécaniques, du travail mécanique, puis des charges en pesticides et en engrais. Fait que j'ai à peu près toutes les productions, je dirais, là, au Québec. Petits fruits aussi. Bon, il n'y a pas de verger encore, mais ça s'en vient. Parce que, je sais pas, il me semble que je regarde une vigne, tu as des rangées de vignes, tu as du gazon entre les vignes. Est-ce que je me trompe ou que il me semble que tu ne replantes pas des vignes à chaque année, là, tu sais? Exactement. C'est sûr que c'est des cultures qui sont là pour longtemps. Donc, c'est sûr que, entre autres, les interventions qu'on va proposer aux vignerons, c'est de travailler sur des mélanges plus complexes intercalaires, entre autres. OK. Après ça, on est en train de développer une expertise avec développer des intrants à la ferme, des biostimulants, des façons, la fertilisation qu'on va intervenir. C'est vraiment un peu toute cette démarche-là globale d'intrants à la ferme ou des techniques de compost. C'est vraiment ça qu'on va travailler. C'est sûr qu'en tant que tel, le semi-direct qui n'est pas nécessairement on ne parle pas de semi-direct, mais ça peut être des sources-semis d'intercalaires entre les rangs. On va utiliser quand même des techniques de semi-direct là-dedans, mais aussi c'est de créer de la biodiversité puis de la fertilité dans la vigne avec, oui, des plantes de service, des cultures de couverture. C'est là que je rentre en fonction des mélanges plus complexes, plus diversifiés, des stratégies aussi. On a des implantations de vignes, entre autres, où ce que là, le sol, le producteur a travaillé le terrain, puis après, il faut mettre en place une stratégie
justement de couverture de sol. Fait actuellement, c'est un peu ça qu'on travaille avec les producteurs, là, les vignerons. Mais tu sais, c'est nouveau, là. C'est sûr que je dirais c'est dans tout le concept derrière l'approche SCV. C'est toutes les cultures, je vous dirais. Je travaille dans les pâturages, je travaille avec les producteurs laitiers dans les fourrages, je développe une expertise dans les systèmes fourragers aussi depuis 4-5 ans. Même 7 ans, je vous dirais. Là, je travaille des mélanges jusqu'à 15 espèces pour nourrir les vaches. On a des multi-espèces fourragées. Fait ça, je suis quand même très fier parce que c'est amener des éléments de solution au changement climatique. Entre autres, on dit qu'il y a des pénuries de foin. Ben, c'est quand même bien parce qu'à travers mon réseau de producteurs, ben, j'ai pas de producteurs qui ont eu vraiment de problème, justement parce qu'on a intégré vraiment un système qui est plus... on parle à la base de la rotation, ainsi de suite, là, travailler sur des structures de base. Fait que c'est un peu tout ça, je dirais. C'est quand même très large comme intervention, mais on touche à peu près à plusieurs types de production. Comme dans la pomme de terre, je vous donnerai un exemple. Mais maintenant, les producteurs font une année complète de culture de couverture. Ça, je suis vraiment fier. Depuis 6 ans, j'ai des producteurs qu'on a vraiment travaillé. En fait, c'est qu'on enlève les cultures de récolte, maïs, soya, céréales, puis on fait une année de biomasse où on va injecter 10-15 tonnes de biomasse. Peut-être jusqu'à 20 tonnes. Mais ces producteurs-là, après, ben, ce qu'on voit, c'est des champignons, des vers de terre dans la production de pommes de terre. On sait que c'est quand même une culture très exigeante. Mais je suis fier parce que ce groupe de producteurs-là, maintenant, 100% des sols sont couverts à l'automne. Il n'y a aucun travail de sol. Ben, en tout cas, il y a certaines entreprises qui sont en transition encore, mais j'ai beaucoup d'hectares. Cette année, j'avais 1000 hectares de culture de couverture pleine saison. Ça, je suis vraiment content. On fait de la biomasse, puis on nourrit le sol, on crée de la fertilité pour justement en venir à réduire l'usage de certains intrants dans la pomme de terre. Fait que ça c'est d'autres exemples concrets des cultures de couverture. Une année de jachère, dans le fond. Oui. J'appelle ça une jachère écologiquement intensive. Parce que, par exemple, ben, on parlait d'engrais vert. C'est sûr, moi, engrais vert, c'est pas dans mes termes. C'est pas un terme que j'utilise parce qu'engrais vert, par défaut, tu l'enfouis une biomasse qui est jeune. Puis, au final, c'est un peu... on vient dire qu'on améliore la fertilité, mais en même temps, c'est un système. Tu viens détruire ton sol après par l'enfouissement. Fait que c'est un non-sens. Ça a été amené dans une approche de dire on amène l'azote facilement, mais la réalité, c'est que, exemple, dans la pomme de terre, les producteurs vont semer 2 cultures dans la saison, ils l'enfouissent 2 fois. Fait qu'au final, ils ont fait 8 travails de sol dans la saison. Puis c'est une matière verte qui est rapidement digérée. Donc, au final, tu n'as pas de matière lignifiée, tu n'as pas de... C'est des substrats pour les champignons et autres. Fait que c'est ça la différence, je dirais, entre le SCV ou mettre des engrais verts, c'est pas... il faut se poser des questions, c'est qu'est-ce qui nourrit plus un sol? La forêt nous enseigne des choses. Fait que le SCV, ça inspire grandement du SCV. Lucien Séguy, c'est un peu ça, le modèle éco-forestier, c'est ce qu'il a souhaité recopier, c'est ce qu'il veut recopier au niveau agricole. C'est basé sur la fertilité organique biologique. C'est ça qu'on veut, c'est injecter du carbone puis que la chaîne alimentaire soit très intensifiée. C'est ça l'objectif. C'est ça, parce que le principal problème qu'on a, c'est que, mettons, tu fais des céréales, tu semmes en mai, puis au mois d'août, c'est rendu mûr. Fait que là, juin, juillet, août, 3 mois de racines vivantes. Fait que s'il ne se passe rien, tu as 9 mois où il ne se passe plus rien dans la terre, là. Exactement. Fait que c'est un peu, c'est ça qu'on veut comme briser, dans le fond, la démarche proposée avec les producteurs. En gros, ce que je dis souvent, c'est d'avoir un champ le plus vert possible du printemps jusqu'aux récoltes, jusqu'à l'année suivante. C'est sûr que l'image la plus belle, c'est un champ vert, c'est green all the way, là, c'est toujours vert, puis il va y avoir de la destruction, de la couverture morte, mais entre les relais de culture, ben, tu as toujours du vert. Fait que moi, la meilleure je suis vraiment satisfait à l'automne quand je fais des tournées de producteurs puis que tu te promènes dans les champs et c'est vert partout. Là. Ça, pour moi, c'est une réussite. Là, je dis le code vert, tu as le code jaune qui est les résidus puis le code brun qui est ça la nuit. Ben, le code brun, moi, je vais te dire, c'est très rare, je marche dans les champs travailler à l'automne. Puis ça, pour moi, c'est une belle réussite. Mais c'est ça, c'est un changement de mentalité aussi à travers tout ça qu'il faut amener chez les producteurs à mieux comprendre pourquoi on fait ça de même. Ben, comme moi, la première année que j'ai fait
des engrais verts. Okay. On dit des couvertures, là. J'ai pris du blé qui me restait de semences. Puis j'avais une semeuse, moi, que je semais rien que du soya avec. Mais les unités sont aux 14 pouces. À un moment donné, j'avais dit ça à quelqu'un. Ouais, ben là, tu sais, moi, je suis pas pour en faire. Ma semeuse est aux 14 pouces. Il me regarde, il me dit pourquoi, que ça te dérange. Ah, ouais, dans le fond. Fait que j'avais semé du blé sur mes retours d'haricots secs. Puis là, ça s'est mis à pousser. Bon, puis là, je me suis mis à trouver ça beau. Un champ qui commence à verdir avant que la neige arrive. Puis je m'avais rendu compte d'une autre affaire. Tu sais, moi, je veux pas vraiment travailler mes champs l'automne, mais cet automne-là, on allait faire un tour à pick-up, moi et Alexandre, justement. On allait déterrer les racines, puis on pognait des racines à 14 pouces. Bon, ben là, tu sais, il n'y a pas eu de patte qui a passé dans le champ, mais au moins les racines travaillent le sol pareil, là. Fait que c'est pas. Tu sais, puis même si l'automne n'est pas belle, ben lui, il fait pas de lissage, il magane rien. Fait que les racines continuent de travailler comme il faut. Puis l'année d'après, ça va être mon meilleur rendement dans le maïs, dans ces retours-là. Mais là, c'est de l'introduire de plus en plus. Tu sais, je reprends l'automne 2018. L'automne 2018, ça n'a pas été une belle automne. 2019, qui est encore pire. Fait que là, tu sais, essayer de faire des plantes de couverture ces automnes-là, où ça gèle de bonne heure, puis l'hiver, elle pogne de bonne heure, puis solide, ça donne pas grand chance à avoir des racines qui se travaillent comme il faut, là. Non, effectivement. C'est sûr que, tu sais, ce qu'il faut regarder, c'est, Ben, c'est pour ça que la rotation, à la base, si on parle pour moi, du SCV, si on fait juste maïs soya, pour moi, c'est pas du SCV. Parce que dans les principes du SCV, on veut de la diversification. Au minimum, ça prend 3 cultures. Non, puis même là, même si t'es en semi-direct en maïs soya, maïs blé d'Inde, là, écoute, ça marche pas, là. Le système à la base de semi-direct, effectivement, il tient pas la route. Moi, je peux vous dire, si tu veux faire du semi-direct à long terme, c'est pas le système soya-maïs. Puis on sait que les grosseurs de machines maintenant, puis que t'as pas la capacité de faire des gros couverts dans un système comme ça, ben non. Le maïs apporte déjà beaucoup de biomasse. Fait que, si on veut pas nécessairement, dans le maïs, c'est pas l'intérêt de dire on va faire 8 tonnes de plus. Le maïs, ça amène beaucoup de carbone, mais on veut le diversifier avec un intercalaire. Ça, c'est sûr, créer des racines, mais c'est sûr que les fenêtres sont courtes, mais il y a quand même aussi le choix des plantes qui doit être considéré. Là, je dirais que ça a un impact majeur. Le bon choix des cultures, là. Je travaille avec une quarantaine d'espèces, fait qu'il y a quand même beaucoup de choix. Puis après, c'est les combinaisons. Ce que je vois depuis 15 ans, c'est sûr que les combinaisons ont toujours une meilleure réussite que juste une espèce. Ouais, s'il y en a une qui ne pousse pas bien, l'autre va prendre le dessus. C'est un peu ça, dans le fond, pour en avoir plusieurs. Exact. Ben, c'est sûr, selon la météo, c'est sûr que c'est ça, il y a des plantes qui vont mieux tolérer certaines conditions. Fait que tu as plus de chances que ça réussisse quand tu as une diversité de plantes. Mais en même temps, on veut créer une diversité de systèmes racinaires qui ne sont pas nécessairement tous les mêmes systèmes. Au Québec, on a des conditions quand même. La neige part, des fois, 2 semaines après, on est dans le champ. C'est-à-dire, on a quand même des conditions où tout va vite, mais en même temps, on a des conditions humides à l'automne, souvent au printemps. Là, je dirais depuis 3-4 ans, c'est pas nécessairement le cas. On a quand même c'est des fois dans les extrêmes de sécheresse, comme ça peut être dans les extrêmes d'humidité, mais de diversifier les plantes aussi pour créer de la porosité, c'est un des facteurs numéro 1, c'est créer un sol poreux. On veut un sol qui vient poreux pour faire une porosité de drainage, qui va être un facteur de réussite au maintien du semi-direct. Si on travaille juste avec des racines fasciculées de surface, ben c'est là qu'avec une biomasse de résidus, c'est là qu'on a des sols qui sont plus longs à sécher, qui restent plus humides parce que là, on n'a pas tracé la porosité. Fait que ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le semi-direct, c'est si on a une grosse biomasse avec peu de systèmes qu'on ne crée pas une forte porosité, ben là, on a des sols qui se ressuient plus lentement. Puis oui, c'est un effet négatif, mais quand on a un sol qui est très poreux, ben de dire on va semer plus tard ou non, c'est souvent, ça arrive dans les mêmes conditions. Puis quand on a un printemps qui est très humide, ben on a une plus grande résilience quand on a un système justement avec des plantes vivantes, entre autres. Là. C'est sûr que plus que ton sol est en santé, si tu pognes une année sèche, tu as plus d'eau dans le sol. Si tu pognes une année humide, ton champ se draine mieux. Oui, mais
sais, ce que je pourrais dire aussi, tu sais, il n'y a pas un des côtés positifs dans la culture de couverture, puis un des côtés qu'on a vu depuis 2 ans, c'est les couverts vivants au printemps, entre autres le sec, ben, on a vu que ça a pompé énormément d'eau. Oui. Fait que c'est sûr que ça a fait qu'il y a eu des levées qui ont été inégales dans certaines cultures, le soya maïs entre autres. Puis ça, je dirais qu'il y a des ajustements à faire. C'est sûr quand tu as un printemps qui est déjà très sèche, ben là, c'est sûr qu'il faut faire quand même attention au contrôle. Fait qu'il y a vraiment des ajustements, mais moi, depuis une dizaine d'années, c'est sûr qu'on voit plus d'effets bénéfiques. Là. Puis après, c'est vraiment de venir gérer ce couvert-là, justement, dans des bonnes conditions. Pas qu'il y ait une compétition. On veut pas qu'il y ait de compétition pour la plante, entre autres, de la culture commerciale. Mais on veut pas aussi, au niveau hydrique, on veut pas que ça vienne trop assécher notre terrain. C'est ce qu'on a vu depuis 2 ans, mais c'est sûr que ça, il y a des ajustements que les producteurs vont faire à ce moment-là. Oui, c'est ça, parce que j'en connais un qui l'avait semé, lui, du maïs dans le seigle. Ça, c'est l'année passée. Puis je pense qu'il y a eu moitié moins de rendement dans son maïs. C'est sûr qu'il y a des cas, je pourrais vous en nommer des exceptions, mais un peu comme les systèmes de maïs sur l'usine vivante. Les systèmes, quand même, j'ai fait en 2011, puis on a eu des très bonnes réussites. Mais il y a des années qu'on a fait des tests, puis c'est sûr que j'ai déjà vu des champs de maïs se faire bouffer par de la luzerne, mais c'est une question de contrôle, justement, puis à la base aussi d'un sol. Si un sol a des problèmes, ben, on risque d'avoir plus de problèmes dans ce temps-là à laisser du couvert vivant. Fait que c'est sûr, il y a quand même des ajustements à faire, mais c'est des systèmes un peu plus touchés, je vous dirais, mais qui se font. Là. Oui. Puis moi, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était à une journée Gamasol la journée que Gamasol organise au mois de décembre. Puis c'était en quoi? Peut-être en 2015 ou 2016. Puis, tu sais, je t'écoutais parler, là. J'ai dit, ben voyons, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, semer dans des plantes vivantes, tu sais, j'en croyais pas mes oreilles, là. J'étais vraiment, mais vraiment sceptique. Puis, finalement, ben, à un moment donné, automne 2017, on avait une méchante belle automne. Il y avait un champ qui était en soya, puis que je revenais en soya l'année d'après. Fait que j'en ai profité, j'avais semé du seigle. Donc, après ça, printemps 2018, là, j'ai semé mon seigle, mon soya dans le seigle vivant. Il n'était pas encore bien long, mais on était rendu à fin mai quand même. Puis finalement, la levée était super belle, tout était super beau, le rendement, écoute, bon, c'est pas le meilleur champ, mais écoute, si t'en parles avec Alexandre, là, ce champ-là, c'est mon déboisement. Quand que j'ai commencé à faire comme du SCV un petit peu dedans, pas beaucoup, plus d'engrais verts, le champ, il a changé, mais bout pour bout. C'était ma pire terre, puis l'année passée, c'était mon deuxième meilleur rendement dans le maïs. Mais c'est sûr que je l'ai nivelé entre-temps, là. Mais tu sais, je ne l'ai pas lâché, le champ, là. J'ai vraiment donné pas mal plus d'amour qu'avant, là. Ben, c'est ça, effectivement, je pense que tu le mentionnes, là, mais je pense qu'il est important dans tout ça, c'est que quand tu adoptes un système, tu sais, faut pas, moi je vous dirais, faut pas que tu sois dans un entre-deux, là. Une année, je vais faire des couverts, l'autre année, j'en fais pas. C'est là qu'on voit que ça progresse pas nécessairement beaucoup, là. Puis c'est là dans le sens que si tu restes dans un système qui est dépendant aux engrais, aux pesticides, c'est quand on parle de stratégie au gouvernement, dans le développement durable, qui parle de réduire les intrants, les pesticides, de couvrir le sol, mais ça reste que ce travail-là, c'est pas vrai que si on fait juste dire, ben, on coupe les doses, on coupe ci, que ça va être miraculeux. Il faut substituer ça, puis c'est les plantes de service, les cultures de couverture, je crois, c'est ce que je prône. Ces plantes-là ont la capacité, finalement, d'intervenir dans vos sols, de substituer les outils de travail de sol. Là, on a un bel exemple avec une prairie, un retour de prairie. Oui, tu laboures une prairie, tu vas dire, hey, mes meilleurs rendements de maïs sont là, mais une prairie, dans le fond, tu as de la fertilité accumulée. C'est des systèmes, dans le fond, c'est un peu cette image-là qu'on veut recréer, mettons, pour un producteur de grande culture, c'est un peu cet effet-là qu'on veut recréer en grande culture. Puis, c'est sûr que le fait, si tu mets toujours des couverts, des fumiers avec une rotation, ben c'est là, je crois que c'est là qu'on voit qu'il y a des améliorations, justement, au niveau de la fertilité, de la biologie du sol, des propriétés physiques. Puis ça, c'est des facteurs, finalement, de réussite
d'un rendement. Puis un rendement, c'est ça, c'est pas... c'est pas juste un facteur, c'est multifactoriel. Puis comme producteur, vous allez intervenir, oui, sur ce qu'on applique, sur les ajustements de semoirs et la météo qu'on contrôle pas, mais ce qu'on peut contrôler, c'est l'état du sol, la résilience d'un sol. Cette fertilité-là aussi qu'on peut contrôler, mais qu'on peut détruire aussi si on a un système qui est trop exigeant, finalement. Fait que c'est sûr qu'on est quand même le chef-d'œuvre de ce que notre culture va nous donner, finalement. Ça reflète qu'est-ce qui se passe dans le sol. Oui. Puis là, tu me parlais que tu avais des producteurs bio aussi en SCV. Je sais que les producteurs biologiques, eux autres, ça travaille déjà beaucoup avec des engrais verts, parce qu'ils n'ont pas bien le choix. Il faut qu'ils amènent de l'azote, mettons, avec du trèfle, des trucs du genre. Mais ils labourent aussi, ils n'ont comme pas le choix pour essayer de contrôler. Ils ne peuvent pas arriver et rentrer de peu au printemps. Là, ça ne marche pas. Là. Non, effectivement, là, c'est ça, peut-être une nuance. C'est sûr que j'ai des producteurs bio. On n'est pas en SCV, là, c'est sûr. On applique des concepts de culture, de couverture de sol, mais j'ai des producteurs qui sont 100% couverts à l'automne. OK. Je vous dirais que dans mon réseau de producteurs bio, j'ai moins de 20% de labour. Mes dernières, c'est moins de 20%, puis la plupart sont couverts à l'automne par des plantes. Puis, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas noir ou blanc, là. Du SCV bio, j'en ai déjà vu des producteurs s'essayer, mais tu peux pas tenir ça longtemps. Ça prend du rendement en bout de ligne. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a des solutions, il y a des bio-insecticides, des bio-herbicides que je suis en train de faire des tests. C'est sûr que ça reste un intrant pareil, même s'il n'est pas de synthèse ou c'est un intrant bio, c'est un intrant pareil, mais il y a quand même des outils, des rouleaux, crêpeurs et autres, mais la réalité, dans l'agriculture biologique, un des objectifs premiers, c'est réduire le travail de sol, bien sûr. Oui. Fait que c'est là qu'on intègre les intercalaires, mais j'ai beaucoup de producteurs. J'en ai qu'on fait du semi-direct, mais c'est pas une séquence sur 3 années de suite. Là. C'est sûr qu'on. Fait que du SCV bio, concrètement, je ne cacherai pas que c'est l'idéal qu'on viserait, mais concrètement parlant, c'est sûr que c'est un problème de vivace, de chardon à la base. Ben, si tu ne règles pas ces problèmes-là, ben, t'oublies ça. Là. C'est ça, les cultures de couverture, là, c'est pas. On voit beaucoup de choses sur Internet, tout a l'air beau, là, mais la réalité, c'est que les cultures de couverture, ils ont des capacités à contrôler des mauvaises herbes, des adventices, ils ont des capacités à nourrir le sol, à amener de la biologie, mais c'est sûr que c'est pas non plus miraculeux. Là. Parce que pour couvrir un sol, pour contrôler les mauvaises herbes, on dit l'ombrage. Un des concepts, c'est l'ombrage. C'est-à-dire que si on couvre le sol, on occupe l'espace, il y a une compétition, on crée de l'ombrage, mais même avec 10 tonnes, 12 tonnes de biomasse au sol, du chien dent finit par passer. Fait que c'est sûr que c'est un peu, moi je dis toujours, c'est un peu utopique de dire on va faire du SCV bio demain. Mais il y a des outils qui arrivent tranquillement, des outils mécaniques, des outils des outils bio, comme des bioherbicides. J'ai déjà fait des tests avec du vinaigre horticole. Ça peut marcher. Est-ce que demain, un producteur qui a 800 hectares bio, c'est la solution? Ben, c'est pas nécessairement ça. Fait que il y a les petits producteurs maraîchers lesquels on travaille justement à amener ces concepts-là. Mais la réalité, c'est que l'objectif, c'est de réduire le travail de sol, couvrir les sols. Puis entre la culture de couverture et la culture de récolte, ben au moins le relais se fait vite. On n'est pas 6 mois où ce que le sol est à nu. Fait que je pense qu'il faut être, c'est relatif. Il faut y aller par de où on part puis vers où on va aller. Mais c'est sûr que les concepts du SCV, la philosophie du SCV, ben, on essaie de l'intégrer dans une démarche bio avec les outils disponibles. Mais j'ai quand même j'ai une entreprise, entre autres, qui fait qui est plus au point de vue fourrage et grain, la rotation, il y a une bonne rotation. Puis, les sols sont couverts à l'automne. C'est vert partout. Puis, au printemps, on va venir déchaumer du trèfle, tout ça. Mais en 2 semaines, le sol est déjà, si on peut dire, colonisé par la culture suivante. Puis, on leur met des intercalaires. Fait qu'il y a toujours la roue, elle tourne beaucoup plus vite. Puis, il y a une continuité qui est de plus en plus, dans le fond, rapide. Le vide, qu'on dit la nature a du vide, mais le vide, on essaie de le combler toujours au maximum, sans dire qu'on
Je pense qu'il faut y aller par étapes. C'est ça, c'est important. Puis gérer le risque, ça, c'est important. Moi, voir un champ que tu ne peux pas récolter, tu as beau dire que tu fais du semi-direct, mais c'est ça. S'il n'y a rien à récolter, on s'entend que tu ne feras pas longtemps comme ça. Là. Non, c'est ça. Même si c'est en bio, tu as beau vendre ton grain cher, mais si tu n'as pas de grain à vendre, c'est pas plus rentable. Fait que, tu sais, je suis pas... mais c'est sûr que l'agriculture biologique, actuellement, les systèmes sont beaucoup prônés au Québec, c'est du bio-intensif. Là. On travaille le sol, on va passer 6 à 8 cerclages dans l'été dans le soya, dans le maïs. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'opérations. Moi, je dis pas que ça marche. On a des produits que ça marche très bien. Mais en même temps, c'est pas. Moi, j'ai pas d'intérêt comme agronome à travailler dans ces systèmes-là. Mon intérêt, c'est d'innover puis d'amener des nouveautés. Puis il y a des producteurs qui sont prêts à avancer là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est vraiment l'intérêt que j'ai avec les producteurs bio. Puis c'est ça. Mais il y a des choses à faire. Là. C'est sûr que les cultures aussi, les rotations, il faut se questionner des fois sur le système de rotation, le choix des cultures. C'est sûr que toutes les cultures espacement large, ben, c'est sûr que si tu passes le cercleur, à un moment donné, il n'y a pas tant d'options que ça. Là. Non, c'est ça. Comme moi, présentement, j'essaie de faire mes rotations sur 5 ans. Fait que maïs, soya, céréales, ainsi de suite. Okay. Mais là, si les prix d'engrais sont pour être chers de même, je pense qu'on va faire un an. Mettre de quoi, mettons, comme un trèfle après mes céréales pour que, ou au semis des céréales, je veux dire, pour que ça puisse m'amener de l'azote en masse pour l'année d'après, tu sais. Exact. Ben, c'est sûr que pour moi, maïs soya, c'est pas la rotation. C'est pas la meilleure rotation parce que t'es très limité dans l'intégration des couverts. Puis c'est sûr qu'une céréale, je sais que cette année, ça a été très bon dans les céréales d'automne. En général, les bons potentiels. Les dernières années, ça a été plus variable, mais c'est sûr que si tu mets les conditions gagnantes, tu as un bon égoulement de surface, tu as une bonne structure de sol, une bonne porosité, ben, tu sais, on a des très bons potentiels. Dans le seigle d'automne, par exemple, seigle conventionnel d'automne ou hybride, ben, on parle de potentiel de 5 à 6, 7, 8 tonnes. De sortir 6 tonnes de seigle hybride là, au prix qui est vendu, je ne suis pas certain que le maïs est. Puis quand tu calcules l'apport de carbone que tu peux mettre, c'est-à-dire si tu es capable de créer une biomasse, puis de laisser ta paille au champ, c'est sûr que l'idée, c'est pas vendre la paille parce que si tu veux réduire, on parle de coûts d'engrais qui augmentent, mais c'est comment on peut créer de la fertilité naturelle à nos sols, ben, il faut amener de la bouffe, du micro-organisme. Si tu exportes ta bouffe, ben, faut que tu remplaces par d'autres choses. Ouais, mais tu sais, mettons comme un producteur de lait, il va ramasser la paille, mais il va rétendre du fumier avec la paille de l'année d'avant. C'est ça. Tu sais, comme moi, dans mon cas, j'ai pas d'animaux. Fait que, tu sais, quand je sors la paille du champ, il revient rien. Fait que là, mes champs d'orge, principalement, c'est eux autres que je laboure et que je nivelle. Fait qu'eux autres, je vais en paille. Mais là, j'avais du blé de semence cette année. Lui, bon, les champs sont nivelés. J'avais pas d'affaire à les reniveler. Sauf que là, j'ai mis tournette de sa batteuse, j'ai laissé la paille au champ. Sauf que là, avec quelques travaux à faire, puis bon, ça a retardé un peu là, pour faire les travaux. Mais tu sais, j'ai fini par semer mon avoine là, un peu tard. Mais là, les prochains champs, j'ai pas de travaux à faire. Tout de suite en arrière de la batteuse, je veux semer de quoi, là. Ouais. Ben, effectivement, je pense. Ben, en tout cas, moi, c'est une réflexion. Tu sais, il faut se poser la question. C'est sûr que, premièrement, pourquoi, tu sais, un producteur d'agriculture qui vend sa paille, si c'est strictement une raison économique, je comprends. C'est un revenu, peut-être tu peux aller chercher plus, mais c'est toujours plus facile de chiffrer une vente de paille que de dire, ben, si je la laisse au champ, tu sais, c'est quoi le retour sur l'investissement? Mais une chose est sûre, c'est qu'un des concepts dans le CV, c'est que plus tu augmentes le carbone dans les sols, plus tu as d'azote disponible. Plus elle va être régulière, plus l'alimentation des cultures va être régulière, des plantes moins stressées, moins susceptibles aux champignons, aux maladies. Puis ça, je le vois très bien chez les producteurs qui ont appliqué cette démarche-là. Ils ont des problèmes de sclérotinia dans le soya, je connais, tu sais, j'ai personne qui m'appelle pour ça, des problèmes, tu sais, personne n'applique des fongicides dans le soya, dans le maïs. Dans les céréales, il y a très peu de producteurs qui appliquent des fongicides. On voit qu'il y a une réponse, mais aussi une fertilité qui s'engage.
nutrition qui est différente des cultures. Puis ça, ben, c'est ça, le choix de dire on laisse la paille, ben, c'est les vers de terre, mais c'est toute la filière, la chaîne alimentaire qu'on veut créer, parce que cette chaîne alimentaire-là, finalement, elle crée de la fertilité, elle crée de l'azote, elle crée justement un substrat pour les cultures beaucoup plus favorable, là, plus résilient. Fait que c'est ça. C'est sûr que moi, j'encourage. Si on me pose la question, on la vend, on la garde. Tu sais, ma question, la réponse est assez claire. Tu laisses ta paille au champ. Ben, surtout que cette année, avec le prix du grain, là, t'as pas. Tu vas laisser la paille dans le champ, là, t'aurais payé de l'impôt pareil à la fin de l'année, là, tu sais. Ouais, puis payer de l'impôt, c'est bon signe. Tant qu'à moi, quand ça. tu payes l'impôt, c'est signe que ta entreprise va bien. C'est ça. Puis là, tu sais, quand tu parlais de carbone, je me souviens d'avoir déjà vu une vidéo avec un gars qui s'appelle, je pense que c'est Claude Bourguignon. Ça se peut-tu? Oui, Claude Bourguignon, Puis effectivement. un Français. Puis lui, il dit, tu sais, bon, mets de l'engrais, mais les plantes ont besoin de carbone. C'est juste du carbone qu'ils ont besoin. Puis tu en parles souvent du carbone. J'avais déjà entendu parler d'une autre affaire, du carbone labile. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Bon, ben c'est ça, le carbone labile, c'est la fraction, je dirais, de la matière organique qui va être active, disponible pour les cultures. C'est la source alimentaire pour les cultures, les micro-organismes. Fait que, par exemple, les exsudats racinaires, il va y avoir du carbone labile à travers les exsudats racinaires. Fait que c'est ça qu'on veut augmenter parce que, par exemple, tu peux avoir un niveau de matière organique qui peut être élevé dans un champ, mais le carbone labile peut être très faible. C'est une matière organique qui est pas très fonctionnelle, mais c'est ça qu'on veut augmenter. Fait que c'est l'idée du carbone labile, c'est nourrir les micro-organismes, nourrir le sol, puis que les plantes aussi soient favorisées à travers ça. Mais tout ce qui est exsudats racinaires, ça contribue finalement au carbone labile dans les sols. Fait que plus ton système est diversifié, plus tu travailles avec les cultures de couverture aussi, tu augmentes la proportion de carbone labile dans ton sol, finalement. Dans le fond, c'est la nourriture. C'est du carbone qui est facilement disponible, rapidement disponible. Il va être actif dans le système de production. Là. Fait que c'est sûr que ça, ben, tu sais, je suis pas le spécialiste, disons, pour tout expliquer ça, mais une chose dans la démarche SCV, c'est sûr qu'un des objectifs, c'est d'avoir un flux, un apport régulier en matière carbonée, les résidus de récolte, les cultures de couverture. Dans le fond, le carbone est dans toute source un micro-organisme qui va mourir et il libère du carbone. Il y a du carbone labile dans la structure de tout organisme, il y a du carbone dans le fond. Fait que ça c'est ce qu'on veut favoriser. Puis, il y a des tests maintenant là, qui peuvent être faits là, justement en laboratoire, le carbone actif qu'on appelle. C'est une mesure intéressante dans vos sols. On dit qu'un sol en santé, là, ça va être plus de 1500 ppm au niveau du carbone actif. Là. Cette année, on fait des tests chez les producteurs, puis c'est un indicateur, je crois, qui est très intéressant, mais quand tu as un champ qui a 100 ppm de carbone actif, ben, on le voit, c'est des sols qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas d'activité biologique, qui ne se tiennent pas. Dans le fond, c'est un bon indicateur. Puis plus le carbone labile, plus il va être actif, plus il va être présent, ben ça veut dire que c'est un sol qui va être plus en mesure de fournir des éléments à ta culture. Fait que ça, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Là. C'est un indicateur qui est de plus en plus intéressant là, pour les producteurs. OK. Bon, ça va être bon à savoir. On peut le faire dans les laboratoires là, au Québec sans problème. Agro-Envirolab ou autres labos, là, normalement, ils peuvent. C'est une mesure là, qui peut être faite. Là, le NETES, entre autres, ça, c'est de quoi qui peut être fait, là, que vous pouvez faire. Là, souvent, on parle de peut-être une centaine de dollars là, l'analyse. Mais je trouve que c'est peut être une façon justement de suivre l'évolution de vos sols. OK. Exemple, tu pars d'un sol où tu as fait des travaux de nivelage, puis que là, tu veux voir l'évolution des couverts, ben, tu sais, un indicateur qui peut être suivi, c'est le carbone labile. La matière organique, finalement, ça dit de quoi, mais c'est pas. C'est très vague là, comme indicateur. Là.
C'est pas parce que c'est pas parce que ta matière organique est élevée qu'automatiquement, tu vas avoir bien du rendement dans tes cultures. Là. Non, c'est ça. C'est un sol qui est pH très acide, qui est mal drainé. Tu sais, il peut avoir beaucoup de matière organique, mais elle n'est pas fonctionnelle. Là, c'est ça. Fait qu'il faut, c'est un indicateur qui donne un peu plus, qui vient mieux définir au niveau de la matière organique, finalement. OK. Quand tu parlais que tu travailles avec pas loin de 40 espèces de plantes de couverture, est-ce que ça fonctionne en fonction des cultures, en fonction des champs, en fonction si le gars il est ou la fille, là, tout le temps des gars, ben, tout le temps eu l'habitude de dire ça, là. Il est conventionnel ou biologique, c'est-tu un peu avec ça que tu travailles, en fonction de chaque. C'est sûr que chaque champ est pas pareil, là. Exact. Ben oui, la première question que je vais me poser ou que je vais voir, c'est, premièrement, les facteurs que je vais tenir compte, c'est quelle période c'est semé, c'est quoi l'équipement de semis, est-ce que je veux travailler des plantes annuelles, des bisannuelles, des pérennes. Souvent, il peut y avoir une combinaison des trois, c'est-à-dire que tu as un mélange à 8, il y en a 4 qui meurent à l'hiver, puis t'en as 2 qui sont bisannuelles, puis 2 pérennes. Ben là, tu en gères 4 l'année suivante. Il y a des relais, ce qu'on appelle une continuité du mélange qui va t'appliquer. Après ça, oui, les périodes de semis, la compétition à la culture, la récolte de la culture, c'est sûr que si tu fais une céréale, un orge, puis tu mets des légumineuses qui peuvent... tu mets beaucoup de luzerne, puis de trèfle rouge, puis là, tu récoltes, puis tu veux garder de la part pour les animaux, puis ça se peut que ça soit un petit peu plus chiant à battre. Fait que là, on traite des mélanges de culture qui restent un petit peu plus courts ou qui sont moins problématiques. Fait que je dirais, ça devient un peu à l'infini, finalement, dans ces conceptions-là. Dans le design des mélanges, tu vas essayer de tenir compte de tout ça. Là. Puis, un des facteurs, moi, j'ai des barèmes de prix. Un multi-espèce annuel, c'est pas bien en haut de 130 pièces hectare. C'est 60, c'est 55 pièces de l'or, c'est le maximum que je mets moi dans mes mélanges. Puis quand c'est de l'intercalaire dans le maïs, on parle de 20-30 pièces de l'or. Puis dans les céréales, c'est à peu près 20 pièces de l'or. Moi, c'est vraiment les coûts aussi que je tiens compte. Puis des conceptions de mélange où ce que tu manipules pas beaucoup de semences. Ça, c'est ça que j'ai travaillé depuis 15 ans. C'est-à-dire, au lieu de faire des mélanges à 150 kg, on va peut-être travailler des mélanges à 40 kg. OK. Et les populations. Parce que si tu prends par exemple, je sais pas, un trèfle blanc, c'est 2,5 millions de grains par kilo. Si tu prends une luzerne, c'est 500 000 grains par kilo. Fait que c'est sûr que si tu fais juste jouer, tu mets 1 kilo de trèfle avec 4 kilos de luzerne, ben c'est beaucoup plus que, par exemple, 5 kilos de luzerne. Il y a une certaine densité qu'on va aller chercher. Fait que c'est vraiment à travers ce design-là que j'essaie de concevoir avec les producteurs des mélanges qui conviennent à leurs besoins, leur gestion de risque, la continuité après. C'est vraiment comme ça là, que j'accompagne les producteurs, entre autres, avec les programmes aussi au MAPAC, programme de culture de couverture. Fait que c'est ce qu'on planifie durant l'hiver des mélanges. Après ça, en fonction des prix du marché, c'est sûr qu'on tient compte. Si le lotier est rendu à 500 $ le sac, ben, au lieu de 200, 250, ben, ça se peut que je vais adapter le mélange en fonction aussi des prix. Là. Fait que je dirais, il y a tellement de recettes qu'on peut faire. Oui. Est-ce que tu fais tes mélanges toi-même? Non. Tu sais, dans le fond, maintenant, les compagnies offrent, tu peux faire mélanger aux compagnies. Il y a des producteurs qui font leur mélange à la ferme. OK. Fait que, tu sais, c'est variable d'un producteur à l'autre. C'est ça, les producteurs qui n'utilisent beaucoup, on fait mélanger. Là. Ils se cassent pas la tête à faire ces petits mélanges à la bétonnière là, pour ces mélanges. Fait que ça dépend d'un producteur à l'autre. Il y en a qui veulent avoir une flexibilité, dire moi, j'achète mes semences individuelles, puis je fais mes mélanges chez moi. Ça me garde une flexibilité, puis d'ajuster en fonction de la saison. Puis il y a d'autres producteurs qui vont commander chez les fournisseurs un mélange précommandé, puis ça arrive dans des bagues, puis c'est parfait comme ça. Fait que les compagnies offrent des mélanges déjà préfaits, mais moi, pour la plupart des mélanges qui vendent, à 90%, il y a des choses que j'aime pas ou que j'aime mieux concevoir d'autres mélanges. Mais tu sais, c'est ça. Là. Souvent, c'est comme ça, les producteurs. Il y en a qui veulent être très, très autonomes, fait qu'ils font leur mélange.
fait penser, Oui. le gars avec qui j'ai une semeuse, puis j'ai un associé avec moi dans la semeuse, puis il avait déjà acheté un mélange de 14 espèces chez General Seed. Ouais. Puis, il faut semer, je pense, 25 kilos à l'hectare. Tu sais, faut pas que la semeuse soit ouverte bien, bien grosse. Mais le Ouais. problème de son mélange, c'est qu'il y a de la févrole dedans. Ben ouais. Là, la semeuse est fermée tellement serrée que les graines de févrole passent pas. Ben effectivement, c'est le genre de truc que si tu penses pas, ben. Tu sais, par exemple, si tu utilises un épandeur d'engrais de précision, puis je recommande 8 kg à l'hectare ou 7 kg, ben, les nouveaux épandeurs sont capables de le faire, mais les anciens, tu sais, faut en mettre du remplissage. On rajoute un peu de culture de remplissage pour assurer d'avoir, par exemple, un 25-30 kg. Ça, c'est un exemple. Quand on fait du maïs intercalaire dans le maïs, c'est vraiment tout penser à ça. Là. Ouais, ouais. Fait que je dirais, c'est ça, les mélanges sont conçus vraiment en fonction de l'équipement du producteur. Il veut-tu avoir des plantes qui meurent à l'hiver ou lui, il va avoir des cultures, des couverts qui repoussent au printemps? C'est un peu vraiment tout ça. Si tu es bio, c'est sûr que on fait attention aux cultures qui peuvent, comme le sarrasin, si on fait une culture de pleine saison, ben, il peut y avoir des repousses. Si le sarrasin, il graine. Fait que la gestion du couvert, est-ce que je le gère chimiquement, mécaniquement, c'est le gel qui le contrôle ou on le broie? C'est vraiment tout ça que je vais intégrer dans une recommandation que le producteur qui va tenir compte des objectifs de gestion de risque et des coûts, bien sûr. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui achète pour 50 000 $ de culture de couverture, j'en ai plusieurs producteurs qui c'est des coûts assez importants. Si je regarde tout mon réseau, d'après moi, on a plusieurs cent milliers de dollars qui sont investis dans les cultures de couverture. Là, fait que c'est sûr que de concevoir des mélanges aussi où ce que le coût est important aussi. Là. Non, c'est bien sûr. Puis dans tes mélanges pour maïs intercalaire, moi, j'ai déjà semé du raies gras à voler en intercalaire. Ouais. Puis moi, personnellement, là, à voler, ça n'a jamais marché. Est-ce que c'est un addon? Parce que j'ai déjà semé ça, puis il est tombé un pouce d'eau le lendemain. Souvent, ça arrive des fois que le mois de juillet était un petit peu plus mouilleux, était plus sec que d'habitude. Tu sais, puis l'année passée, il y a une terre, parce que moi je cultive où il y a une terre inondable à Abbotsford. Fait que je cultive là-dedans. On fait des expériences avec le pôle d'expertise du Lac-Saint-Pierre, puis ils ont acheté une semeuse Heinecker, vraiment avec une unité de semis pour semer du raies gras. L'année passée, ça va beau être sec, mais avec une unité de semis tout levé. C'était super beau. Ouais. Mais tu sais, moi, à voler. C'est ça, c'est variable. Ouais, c'est ça. À voler, j'ai jamais été chanceux avec ça. Premièrement, un des constats que j'ai fait, c'est encore aujourd'hui, c'est qu'on somme trop tard dans le maïs. La réussite, c'est avant 4 feuilles. C'est ça la réalité. OK. Même à voler ou... Oui, moi, à la volo, j'ai 95% des producteurs qui le font à la volée. Puis ça marche très bien. Pourquoi? Ben, c'est que tu as l'humidité qui est encore plus présente. C'est ça, plus tu t'en vas vers le mois de juillet, puis les chaleurs embarquent. Puis l'autre affaire, c'est que ton maïs, c'est sûr que rendu à 4, 5, 6 feuilles, si tu n'as pas de la pluie tout de suite, ou c'est l'ombrage. C'est l'ombrage qui crée, fait que ça fait l'étiolement des cultures de couverture intercalaire. Mais la réussite, c'est avant 4 feuilles. Après ça, ça va être une année, ça marche pas en fonction de la météo. Fait que puis le régras, encore là, c'est ça. Moi, j'ai jamais trop poussé sur cette plante-là. Je vous dirais même que à 95%, j'en mets 99%, j'ai jamais utilisé le régras. Puis là, on en met un petit peu, certains producteurs en mettent, juste pour compléter le mélange. Mais je voudrais au minimum 3 cultures. OK. Que moi, j'ai des producteurs qu'on met 12 cultures en même temps. Puis on n'a jamais eu d'échec, justement, puis ça prend un pays végétal. Si tu sommes à la volée, si tu n'as pas de pays végétal au sol, c'est très, très risqué. Là. Fait que, d'où le concept du SCV, c'est que quand tu as un pays végétal, tu travailles des petites semences, ils vont s'intégrer à travers les résidus. Il y a de l'humidité. Au contraire, je vais avoir des résidus. C'est ce qui va me favoriser les semis à la volée. Ça, c'est important. Là. Fait que diversifier les mélanges, ça, c'est gagnant, puis pas trop tard. C'est le problème, quand tu es rendu à 6 à 8 feuilles, les régras, c'est un peu ça. C'est qu'on
on recommande ça beaucoup trop tard. Fait que c'est sûr qu'une année où le maïs il clenche, c'est trop. Moi, je l'ai vu beaucoup, là, c'est très variable. Hein, c'est effectivement. Puis c'est un peu le problème. Si tu travailles juste en monospécifique, monoculture d'une culture de couverture, ben, c'est très à risque. Là. D'où l'intérêt des mélanges qui vont être des mélanges plus complexes. Tu assures une meilleure réussite, en tout cas une plus grande garantie. Puis l'affaire, c'est que c'est pas plus cher. Là. Faut pas penser parce que tu mets 14 plantes ou 7 plantes que ça va coûter plus cher qu'une plante. C'est ça l'affaire. C'est qu'en général, je dirais dans la plupart des cas, on baisse les coûts. Ouais, c'est parce que tu en mets tellement qu'un petit peu de chaque, le coût à l'autre va te revenir à peu près à la même affaire que beaucoup de une. Ben oui, mais moi, je travaille des populations. Fait que c'est sûr que peu importe le mélange, je vise une population à peu près d'un nombre de millions de grains à l'hectare. OK. Fait que c'est la même chose dans les plantes fourragères. C'est souvent, moi, j'ai toujours dit qu'on ne consommait pas assez fort les plantes fourragères. Puis dans les multi-espèces, les mélanges fourragers multi-espèces, on l'a vu. Ça fait 8 ans que je fais ça avec des producteurs. Puis on a toujours des belles réussites. Là. Puis la diversification est la clé de la réussite, en fait. Là. Ouais, mais on le voit, mettons, là, un coin de terre qui est abandonné. Il y a tout le temps un relais d'une culture à l'autre. Il y a plusieurs espèces. Puis, ça manque jamais d'azote. Tu ne vois jamais de carence en azote là-dedans. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, t'en parlais tantôt, mettons un retour d'une terre défrichée ou souvent, c'est des champs, même à des pH faibles, des fois, on voit que c'est des champs qui poussent très, très bien. Là. Il y a la fertilité qu'on a mis en place, la biodiversité qui est présente, les micro-organismes. Je pense que c'est tout ça aussi qu'il faut tenir compte. On tient compte de ce qu'on voit à l'extérieur, au-dessus du sol, mais à l'intérieur du sol, souvent, là, ça reflète très bien. Plus tu diversifies ce que tu vois en surface, dans ton champ, ben, dans les sols, ça va se refléter aussi. Là. Good. Puis dans le soya de défoliation, as-tu des mélanges multi-espèces que tu mets là-dedans? Ben, dans le soya, c'est sûr qu'en général, on travaille avec les cultures d'automne. Ouais. C'est pas mal ça qui est utilisé. Un blé, un seigle. Ouais, blé sec, triticale, épaule, là, ça dépend de la production, mais c'est ça qu'il faut plus regarder. On est quand même dans le soya, c'est limité. Là. Mettre des intercalaires de légumineuses, il y en a qui le font. Moi, j'ai jamais trop mis d'énergie à faire des intercalaires. À un moment donné, je trouve qu'il faut choisir les combats, mais c'est sûr que les céréales d'automne, pour moi, dans le soya, c'est la meilleure succession de culture. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, les producteurs, ça va aussi, il faut choisir le bon cultivar. Dans le concept SCV, c'est un peu ça aussi. On va avoir une fenêtre plus courte, plus grande, donc on ne forcera pas les hybrides. On ne forcera pas non plus le soya, on va être plus dans le 7 ou 14 pouces. Moi, la plupart des producteurs sont tous au 7 ou 14. Du 30 pouces, j'en vois quasiment plus. Là. Dans le soya, ça? Ouais. OK. Ouais. Les histoires de maladies, honnêtement, là, ça me fait rire. Hein. On va seulement 30 pouces pour moins de maladies. Moi, honnêtement, dans un concept où ce que tu diversifies tes rotations, ça n'a rien à voir. Ça. Non, si ton chien a d'affaire à être malade, il va l'être, qu'il soit peu importe la largeur. On s'entend que les maladies, souvent, c'est tout relié à un excès. Les carences là, dans les cultures, c'est souvent relié à des excès d'NPK. C'est ce qu'on commence à se rendre compte dans les littérature, c'est démontré. Là, on commence à avoir plus en nutrition des plantes que c'est des carences souvent non-ligo qui arrivent. C'est ça qu'on commence. Nous, ce qu'on est en train de voir plus avec les producteurs, là, mon groupe de producteurs, c'est vraiment par rapport à ça. Comment on peut réduire l'azote? Bien, souvent, c'est en améliorant la gestion des oligos, entre autres. Mais tu sais, les espacements de semis aussi, en lien, tu sais, le rendement aussi. Dans le maïs, c'est sûr qu'on est au 30, là, mais idéalement, il faudrait être au 37 ou 45 dans le maïs. C'est les meilleurs rendements que tu vois sur la planète ou quand tu vas au Brésil, même en Europe. Souvent, c'est au Brésil, entre autres, c'est beaucoup 45 cm. Pour y avoir été à 2 reprises au Brésil, c'est beaucoup. Mais là, c'est une question de machinerie aussi à travers ça. Au 45 cm? Ouais. Ça fait... Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils ont développé. Nous, notre modèle est basé aux 30 pouces. Là, fait que c'est sûr qu'on a tous développé les sarcleurs, peu importe. Les équipements ont été développés beaucoup là-dessus. Là. Oui. Mais on aurait intérêt. C'est sûr que
les meilleurs rendements, c'est aux 15 pouces. Là. Moi, en tout cas, Lucien Segui, dans le temps, il me l'a toujours dit, c'est sûr. Mais ici, c'est le problème, c'est l'équipement. Là. Puis la gestion des mauvaises herbes, on s'entend, quand tu fais des cultures plus étroites, ben, c'est une question aussi d'ombrage, gestion de mauvaises herbes. Le système, c'est plusieurs choses en même temps. Là. Bon, 45 fois 2,54. Non, qu'est-ce que je dis là, moi, divisé par 2,54. Ça fait 17 pouces, à peu près, ou 18 pouces, là, le blé d'Inde qui sème au Brésil. Bon, au Brésil, j'en ai vu beaucoup. Là. Écoute, est-ce que maintenant, c'est rendu plus au 30? Pour y avoir visité, il y en avait quand même beaucoup là, qui faisaient du 37,5 ou du 45. Là. OK. Et ça se fait. Mais tu sais, ils ont les nez de batteuses qui sont en conséquence. Là. Non, c'est bien sûr. Là, c'est comme ça qu'ils sont aux 15 pouces ou aux 20 pouces par ici. Ils ont le nez qui vient avec. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est peu. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a qui l'ont, mais je pense que c'est très, très minime. Là. Aux 15 pouces, du maïs aux 15 pouces, il n'y en a rien qu'un, je pense que ça arrive nord dans le coin de Berthier. Ouais. Aux 20 pouces, il commence à en avoir quelques-uns, mais c'est plus pour le soya, mais pour le maïs, il n'y a pas tant que ça. C'est ça. Là. Ben, il y a eu les rangs jumelés. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un peu une mode de rangs jumelés, tout ça, là, mais c'est sûr. Moi, je pense, en tout cas, dans le concept, c'est des choses qui devraient tenir compte pour un producteur, mais c'est sûr, c'est un élément parmi tant d'autres, en fait. Good. J'ai texté Alexandre tantôt, il m'a dit appelle-le Power Lewis Chisel. C'est ça? Je sais pas, Alex, c'est pas quoi qui m'appelle de même, mais c'est une longue histoire là, que je ne peux pas te donner de détails, mais je pense qu'on avait fait des jokes d'un champ là, avec mes doigts, là, que je grattais le sol, fait que là, c'est ce qui me revient en tête, là, fait que là, Lewis Power Chisel, mais malheureusement, je suis plus plante maintenant que travail de sol, là, fait que ça me colle moins bien à la peau, Alex. Mais c'est drôle. Mais les racines, ça travaille le sol encore pas mal plus, puis plus complément, c'est plus complet que des pattes de chisel. Exact. Mais maintenant, j'avais découvert un autre, un chisel. Ça pique creux, ou ce que c'est pas nécessaire, puis ça pique pas où ce qu'il faudrait que ça aille creux. Je pense à la pire machine. Je pense à la pire machine qui n'existe pas. Non, c'est sûr. Tu sais, il y a beaucoup d'équipements actuels, beaucoup d'équipements qui arrivent d'Europe, entre autres, mais c'est sûr que pour un producteur, moi, je vois des modes depuis 15 ans. Dans le fond, je commence ma 19e année en 2022 comme agronome, mais j'ai vu passer plusieurs modes. Là, on est plus la déchaumeuse, mais ça reste qu'effectivement, des plantes, des systèmes racinaires, moi, honnêtement, j'ai jamais vu un outil faire un meilleur job que des racines et des micro-organismes. Là. Fait que c'est sûr que c'est dur de me convaincre là-dessus. Par contre, je suis le premier à le sous-salage, entre autres. J'ai des producteurs qui ont fait on appelle ça je peux en parler, des revitalisations. Là. En un an, moi, je suis capable de faire les producteurs, on a démontré qu'en 3 mois, on fait des transitions de semi-direct. Ça, c'est une autre affaire qui m'agace un peu de dire, hey, ça prend 5 à 7 ans à faire une transition. C'est faux, là. En un an, moi, j'ai des producteurs qui en un an, ils partent de sol problématique, puis l'année suivante, on est en semi-direct. OK. Mais ils prennent la saison pour faire les travaux. Nivelage, drainage, sous-solage. Profil de sol, relègue tout, des là. plantes. Oui. Puis ça va vite. C'est sûr que si tu fais ça au mois d'octobre, on oublie ça. Mais moi, je tiens quand même à mentionner qu'il y a une intervention mécanique qui doit être faite pareil. Puis l'autre discours qui je trouve un peu aberrant, c'est de dire les plantes vont faire le travail de décompacter le sol. C'est pas vrai. C'est un trou d'eau, c'est un sol compact. On n'est pas en milieu tropical où tout va vite. Fait que c'est qu'à un moment donné, il y a des interventions mécaniques qui doivent être faites. Puis pour moi, c'est comme la base pour adopter le SCV. Si tu as des problèmes de structure, de compaction, gère ça en premier. C'est comme les mauvaises herbes. Si tu as des problèmes de mauvaises herbes ou de drainage de surface, tu te lances pas à l'aveuglette dans le semi-direct. Non, c'est ça. Puis peu importe le système de culture, là. C'est ça. C'est ça. Même si tu as un trou d'eau, si tu labores, tu vas avoir un trou d'eau, mais tu vas peut-être cacher plus ton trou d'eau qu'en semi-direct. Parce que là, ça va être plus fatal, si on peut dire. Mais ça, tu sais, un des messages que je dis souvent, c'est on dirait qu'on s'est éloigné de la base de l'agronomie. Là.
le sol, le drainage. Puis là on est plus conscientisé, mais pour moi, c'est comme les premières étapes. Ben, tu sais, on part, mettons que tout le monde avant ça, c'était pratiquement tous des producteurs de lait. Fait qu'il y avait du foin partout. Ouais. Puis après ça, quand que la personne vend les vaches, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu laboures. Tu laboures parce que tu as un petit tracteur. C'est la seule affaire que ton petit tracteur peut traîner, c'est une charrue. Parce qu'on s'entend qu'un DMI, c'est arrivé peut-être à fin des années 90, début 2000. Mais là, tu sais, souvent, quand les gars achetaient ça, ben, il y avait un Magnum mettre en avant, un tracteur de ce grosseur-là. Et, ça prenait un articulé, tu sais. Exact. Ça prenait un méchant gros joual, mais sinon, tout le monde avait des charrues, là, tout le monde labourait. Fait que, on savait pas que c'était pas correct. Tu sais, ça a pris plusieurs années à un moment donné que t'arrives, puis là, le sol, tu sais, veut pas, il s'épuise ou quoi que ce soit. On ne pouvait pas le savoir. Puis, moi, je me souviens, dans le temps, on labourait les haricots. Ouais. Il restait rien après les haricots. Comme le soya, là. On laboure oui. un champ de soya c'est un champ qui est super beau, bien profilé. C'est un peu, pourquoi travailler à 8 pouces? Pourquoi venir renfouer ça? Mais il y a une mentalité, c'est sûr que c'est le changement aussi, ça peut être long. Là. On s'entend que ça se fait pas du jour au lendemain, puis il y a des progrès qui se sont faits au Québec, ça c'est sûr, mais on a quand même on a un retard par rapport à l'Amérique. C'est ça la réalité. Là. Moi, je le dis, là, au Québec, on a un retard. Là. Si on on regarde dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en Amérique du Sud, on est vraiment en retard. Puis, l'Europe sont encore plus en retard par rapport aux pratiques de conservation. Il ne faut pas penser que ça en fait beaucoup là-bas. Ça en fait plus. Mais, on a quand même encore du chemin à faire. Là. Puis, c'est sûr que ça, c'est de continuer à en parler, ça, c'est sûr. Puis, diffuser, là, ça, c'est ce que j'essaie de faire, moi, à travers un réseau de producteurs qui deviennent des bons promoteurs, si on peut dire, d'approche de conservation des sols. Une question comme ça, Louis, tes tarifs, ça peut ressembler à quoi? C'est-tu en fonction de l'entreprise? Tu marches-tu à l'hectare? Ou sans dire je ne veux de pas prix, nécessairement donner de chiffres, là, mais c'est sûr que aujourd'hui, un agronome, c'est au-dessus de 100 $ de l'heure. Moi, je suis un dispensateur du réseau e-conseil, donc c'est sûr que mes honoraires sont couverts à 85 %. OK. Comme un club, je ne vends pas de produits, moi je vends une approche. Fait que c'est sûr qu'un producteur si je charge 1 000 $ concrètement dans les réseaux e-conseil avec la démarche de santé et conservation des sols, lui va payer 15 % de la facture plus les taxes. Fait que c'est un peu... il y a l'enveloppe budgétaire actuellement au niveau des ententes fédérales, provinciales, au niveau du MAPAC, ben, chaque producteur a une enveloppe en agro-environnement. Il y a un volet technique aussi qui existe, surtout peut-être plus pour les autres productions maraîchères et autres, mais c'est un peu de la manière que je fonctionne. C'est sûr que les producteurs, on s'engage pour un nombre d'heures annuellement. Puis c'est sûr qu'en général, on passe via le réseau e-conseil. Puis on établit une offre de service, puis qui en fait, les producteurs avec qui je travaille à la base, c'est des gens qui veulent faire différemment, qui croient à la démarche qu'elles offrent. Puis c'est sûr que mon but, c'est de les amener à cheminer à travers ça. J'ai une offre de formation aussi en dehors, j'appelle ça le réseau CV. J'ai une offre de webinaire, les producteurs paient une cotisation annuelle, puis ils ont accès à une vingtaine d'heures de webinaires durant l'année. C'est sûr que j'en fais pas de promotion. C'est un petit groupe actuellement d'une quarantaine de producteurs. C'est un peu de la manière que je travaille avec eux. Puis, il y a des formations de groupe. Il y a un réseautage aussi entre producteurs. Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu la façon qu'un producteur veut adhérer à CV Agrologie. C'est sûr qu'il y a des principes, des valeurs qui doivent le rejoindre aussi. Ça, c'est important. Les producteurs avec qui je travaille, ben, ils veulent adopter une démarche comme ça, puis ils veulent faire différemment. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr que le nivelage GPS, entre autres, moi, je marche avec des tarifs fixes. C'est temps de l'ancrage, puis ça s'arrête là. J'aime mieux travailler de cette façon-là pour c'est plus simple, c'est plus réaliste à mes yeux. Mais en général, c'est ça. Là. C'est un entendeur qui comprend un nombre de visites annuellement.
entre 2 et 5 visites selon les producteurs, selon les besoins. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que, comme je dis, la formation, c'est sûr que je mise beaucoup sur l'autonomie des connaissances. Donc, mon objectif, c'est que le producteur, en 3 ans, acquiert vraiment une autonomie de compréhension d'un système puis qu'il soit beaucoup plus autonome. Puis, tu sais, c'est sûr que je m'attends pas à faire... mon but, c'est pas que je fasse 30 heures par année chez le producteur pendant 20 ans. Tu sais, si c'est ça qui arrive, j'ai pas fait ma job. Toi, tu veux le starter, puis qu'après ça, il vole de ses propres ailes. C'est un peu ça. Ben, je dirais, il y a tellement... tu sais, c'est comme... Je ne veux pas comparer nécessairement un athlète olympique, mais un athlète olympique, tu sais, il est aux Olympiques, mais il est entouré d'un staff, là. Fait que dans le sens que c'est pas à cause qu'il est rendu aux Olympiques qu'il a besoin de personne. Fait que dans le fond, un producteur, même s'il maîtrise bien ce qu'il fait, il y a toujours des nouveautés. Même moi, nous autres, avec mon équipe, on travaille sur des nouveautés. Il y a toujours de quoi de nouveau. Puis les producteurs ont besoin, veulent pas, ils ont besoin, il y a beaucoup de psychologie, là. Ils ont besoin de se faire rassurer. Puis ils ont besoin, c'est souvent dans les discussions qu'on a avec qu'on permet d'ajuster le tir sur certains aspects, puis de parler de ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui a marché. Fait que ça reste qu'au final, les producteurs, ils ont quand même, ils ont besoin qu'on prenne le temps, justement, de faire des mises à jour, par rapport aux stratégies qu'on a mis en place, de faire des ajustements. Fait que, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, j'ai des grandes entreprises que, honnêtement, ils font leurs propres travaux de nivelage, ils vont faire leurs aménagements. J'ai tout formé, les stabilisations de berge, ils sont très autonomes, ils comprennent les rotations, on a mis en place les rotations. On travaille sur les mélanges de culture de couverture, puis ils sont quand même très autonomes là-dedans. Puis c'est sûr que c'est plus au final de revoir tout ça, puis c'est ça, de faire la tournée, puis de se rassurer dans tout ça. Ouais, c'est le même que je fonctionne. Comme moi, je le fais pour moi-même, mon nivelage. Moi, je me suis équipé au laser en 2014. Ouais. J'aurais bien voulu avoir le GPS, sauf que tu cultives 470 acres dans mon cas ou que tu en cultives 4000, le système, c'est le même prix. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai pris le laser. De toute manière, j'ai pas de pente chez nous. Fait que le laser fait un job bien en masse. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que le nivelage, moi, je veux dire, j'en ai un encore, je fais du nivelage là, pas loin de chez vous, là, mais tu sais, c'est un casse-tête. J'haïs ça, là. Fait que, mais c'est sûr qu'au GPS, c'est beaucoup plus simple, mais tu sais, c'est ça. Quand tu as des champs qui sont des pentes régulières, ce système-là a sa place encore, c'est pas sans problème. Oh, oui, bah, ça fait un job bien en masse. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'au GPS, c'est plus. On est plus efficace, ça, c'est la réalité, là. C'est sûr que. Puis là, moindrement, tu as des champs qui sont un peu multipentes, là, c'est un casse-tête. Là. C'est sûr que le GPS est encore plus intéressant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les principes de base, que ce soit au laser ou au GPS, au final, tu mets les mêmes principes en place. Tu veux que l'eau sorte d'un champ. Puis... Oui, exact. Mais s'il y a encore beaucoup de travail, je dirais, les régions là, périphériques, Bas-Saint-Laurent, entre autres, ils commencent à s'en faire beaucoup. Là. Fait qu'il y a un pas qui se fait de. Mais c'est ça, je dirais c'est comme 20-25 ans en retard là, par rapport à certaines régions comme Montérégie, entre autres. Il y a des régions, ça commence. On commence à parler de nivelage. Oui, mais c'est des régions qui étaient longtemps en foin, tu sais, ils ne cultivaient pas grand-chose d'autre. Fait que c'est un peu normal, là, tu sais, c'est pas... Puis il y avait le climat aussi qui vient avec, là, tu sais. Là, il commence à faire un peu plus de grains ou quoi que ce soit, mais... Puis ça prend du temps avant de comprendre des fois que le nivelage voit à peine. Tu sais, il y en a bien, comment tu charges de l'heure, mettons, c'était 280$ de l'heure avec le tracteur et la niveleuse. Hey, c'est trop cher. Bon, c'est ça. Continue à semer 100% d'un champ à l'usine puis d'en récolter 40%. Ben, c'est sûr qu'effectivement, moi je dis toujours, si tu as, mettons, tu as 50 000 à mettre en chaud puis tu as des pannes d'égouttement, tu es mieux de mettre 50 000 en nivelage. Moi, le choix se fait assez facilement. Puis c'est sûr que, oui, il y a la conformation, là, souvent je prends un exemple Bas-Saint-Laurent parce que j'interviens beaucoup, là, mais quand tu as des planches de 60 pieds, là, d'eau d'âne, c'est sûr qu'avec les grosseurs de machines maintenant, c'est plus pratique. Là. Non, ça va pas bien. Il y a une question de conformation pour faciliter les opérations culturelles, entre autres, même si le drainage pourrait être bon, pareil, de surface, mais c'est un peu ça. Là.
Fait que ça, c'est une partie que j'aime beaucoup faire encore, là, je te dirais. Ça me permet d'avoir une vision aussi initiale quand on va sur une nouvelle entreprise, de mieux voir les problèmes puis corriger vraiment sur les faiblesses initiales. Là. Fait que le nivelage est souvent revient comme dans mon discours, je suis assez clair que c'est important de le faire. Ouais, comme on disait, peu importe le système, le nivelage, c'est vraiment la base, là. Ah ouais, ben oui. Ouais, exact. Tu fais combien de kilomètres par année? Parce que là, tu voyages pas mal dans le Bas-Saint-Laurent ou même dans la région, dans la vallée de la Matapédia, même à l'Abitibi. Tu dois rouler pas mal dans ton année. Ouais, c'est ça, l'Abitibi, c'est la seule région, même l'Outaouais, il y a quelques régions où j'ai pas beaucoup de fermes, là, mais ben, en général, je dirais autour de 32 000 kilomètres, 30 000, mettons, du mois de mi-avril à mi-novembre. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'hiver, comme depuis 2 semaines, ben c'est ça, c'est des rencontres webinaires l'hiver. Je me déplace pas chez les producteurs. On est plus tranquille là-dessus, ces déplacements là, qui sont pas justifiés là, en même temps que la technologie. Mais c'est sûr que l'été, tu sais, je cacherai pas, là, aujourd'hui, je pensais à ça. Et on travaille quand même beaucoup là, l'été. C'est pour ça qu'on disait qu'on a de la misère à se parler, mais moi, tu sais, même là, je travaille tout le temps à avoir sa business. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es une entreprise, t'es comme tu grossis, puis là, tu montes une équipe, puis ça fait de la gestion, puis toute la comptabilité, ben ça fait beaucoup à gérer en même temps. Mais tu sais, c'est sûr que l'été, c'est le gros, tu sais, c'est de mi-avril jusqu'à mi-juillet, là, c'est le plus gros de l'année. Parce que là, il faut aller partir les cultures, il faut aller tourner producteurs, les diagnostics. Donc, il y a des petites journées de 6 à 5 km, tu sais, pour moi, c'est assez, tu sais, c'est normal, là, l'été. Ouais. Je me lève pas à 5 heures, puis je reviens à 10 heures le soir, mais une petite tournée au Lac-Saint-Jean, les retours, une petite tournée Bas-Saint-Laurent. C'est plus quand Gaspésie, exemple, ben là, ça vaut à peine d'y aller 3-4 jours. J'ai eu la chance d'aller aux îles de la Madeleine aussi cette année, d'intervenir dans les systèmes fourragers, mais là on va aller en avion. Là, Ah oui? Oui. C'est une belle expérience. Là. Parce que je pense qu'il y a une fromagerie sur l'île aux îles de Madeleine. Exact. Pied de vent. Fait que, ouais, c'est la seule ferme laitière aux îles là, qui est présente. Là. C'est la seule ferme laitière aussi. OK. Ouais. C'est des vaches canadiennes, en fait. Là. OK. Dans les rares troupeaux au Canada, là, fait que c'est sûr. C'est un autre enjeu, je dirais, les îles, avec le contexte. Il n'y a pas de CPTAQ là-bas. Puis, il y a tout le morcellement des terres actuellement avec les constructions. Fait que c'est un autre. C'est un autre monde là, quand tu arrives là-bas. Là. Fait que c'est un autre enjeu, c'est un autre défi. Mais il y a des choses à faire, ça, c'est sûr. OK. Mais j'aime mon travail. Fait que pour moi, de faire de me déplacer quand je sais que c'est des bonnes raisons de faire avancer des entreprises, des agriculteurs, ben c'est ça, l'amour du métier aussi là-dedans, c'est d'amener de quoi un producteur puis de s'intégrer entre guillemets dans sa vie, mais d'avoir un impact, on peut dire, sur un chapitre d'une entreprise, là, ça, pour moi, c'est un beau résultat. Good. Écoute, Louis, je te remercie beaucoup. On a fait quand même un bon enregistrement. On va en avoir appris pas mal plus sur les cultures, sur les systèmes en tant que tels là, pour implanter des couverts. Puis ça peut te donner le goût aussi au monde d'embarquer là-dedans, là, de faire des SCV. Là, je pense que c'est en voie d'avenir. Là, vraiment, là, avoir des sols de plus en plus en santé, je pense que la clé est là. La clé est là. Tu sais, mis à part les changements climatiques, quoi que ce soit, tu sais, des années sèches, ça a tout le temps existé. Des années mouilleuses, ça a tout le temps existé. Fait que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à avoir. Ben, merci, Christian. Puis effectivement, la beauté, là, c'est que des solutions, on en a. L'approche SCV, concrètement, c'est des solutions. Puis ça, je suis vraiment fier. Puis ben, c'est sûr que la mission va se poursuivre Ça fait 15 ans que je fais ça. Puis dans le fond, on continue la mission de promouvoir cette façon de faire-là. Puis c'est tranquillement, pas vite. Je crois que
faut penser à une démarche différente, une approche du futur. Puis là, c'est une belle réponse, je pense que le CV peut amener. Puis ça me fait plaisir là, d'avoir participé à ton podcast. Puis, Podcast. bonne continuité dans tes futurs podcasts aussi. Ben, un gros merci, Louis. Puis Merci. tout le monde, ben, je vous dis merci d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, likez aussi sur les réseaux sociaux, partagez autant que possible. C'est ce qui nous donne la visibilité. Donc, merci beaucoup. Salut!